Bonjour à tous. Je suis Freddy Vinet, je suis professeur à l'Université de Montpellier et je propose à l'invitation des archives départementales de Loire-Atlantique d'enregistrer cette petite conférence d'une petite heure sur la grippe espagnole, donc une pandémie grippale qui a touché le monde entier entre 1918 et 1919. Alors évidemment, l'actualité du coronavirus et de la Covid-19 nous amène à tenter une petite comparaison historique entre ces deux épidémies, bien que on soit d'emblée sur des pathogènes différents, hein. Il s'agit bien de la grippe en 1918 et d'un coronavirus en 2020. Mais on verra il y a certaines ressemblances qui autorisent, disons, à utiliser la grippe espagnole de 1918 comme un point de comparaison. Alors, euh, cette, euh, cette grippe espagnole, euh, elle s'est déroulée entre 1918 et 1919, mars 1918 pour être précis, et mai 1919, enfin, l'été 1919. Son bilan est estimé à environ 50 millions de morts dans le monde, dont 240 000 en France. J'y reviendrai par la suite. Donc, cette pandémie est un phénomène, ce que j'appelle un phénomène total. C'est-à-dire qu'il concerne tous les volets de la société et il a d'énormes conséquences sur la vie économique, sur la vie militaire, bien sûr, sur la démographie, sur l'état sanitaire, évidemment. Et donc, c'est je vais essayer d'être complet, même si en une heure, on ne fait que survoler, essayer d'être complet sur les impacts et les conséquences de cette pandémie. Tout d'abord, nous essaierons de voir comment elle a été vécue par les contemporains, quel a été son déroulement, ensuite les perturbations qu'elle a induites dans la société de 1918-1919, dans la société à la fin de la Première Guerre mondiale, comment aussi elle s'inscrit dans l'histoire sanitaire du monde occidental, disons, et aussi, et ça n'est pas sans lien, pourquoi elle a été, disons, oubliée, pourquoi elle a été occultée de notre mémoire collective, et pourquoi finalement elle n'est réapparue qu'à la fin du XXe siècle et surtout au XXIe siècle. Et puis nous verrons à cette occasion l'intérêt et les limites de la comparaison historique entre ces deux pandémies. Le la pandémie de grippe a été particulièrement, fulgurante. Heu, elle s'est déroulée en 3 vagues, disons, en Europe et aux États-Unis, en 3 vagues. La première vague en mars, juillet, 1918. Cette vague fait assez peu de décès, mais beaucoup de malades, avec une très forte contagion. Et puis, une deuxième vague beaucoup plus létale, et celle c'est le cœur de l'épidémie, entre août et décembre 1918, avec une forte mortalité, principalement par pneumonie. Et puis une troisième vague, une sorte de réplique, donc au moins en Europe et aux États-Unis, entre février et mai 1919, avec moins de malades, mais un taux de mortalité quand même assez fort. Ici, on voit sur cette diapositive la, on voit sur cette diapositive la, la répartition des décès à l'hôpital de Montpellier, à l'hôpital suburbain de Montpellier, entre le 1er janvier 1918 et juin 1919. On voit très bien, on voit très bien que euh, lors, dans la première moitié de 1918, les décès liés, alors là ce sont que les décès liés aux infections pulmonaires, donc bronchite, pleurésie, etc., et grippe bien sûr,
grippe compliquée. Donc, dans la première moitié de 1918 jusqu'au mois de juillet, on est sur des décès de personnes âgées de plus de 50 ans, plus de 60 ans, qui sont liées à des pathologies pulmonaires chroniques, bronchites, tabagisme, etc. Et puis, à partir du mois d'août, c'est très clair, à partir du 8 août, 8-9 août, eh bien, on voit apparaître beaucoup, enfin, on voit de sortir de l'hôpital, puisqu'on examine les registres des sorties d'hôpital, on voit apparaître beaucoup de décès de jeunes, donc principalement des jeunes femmes ici, puisqu'on est dans un hôpital civil. Les hommes meurent dans les hôpitaux militaires. Donc là, des jeunes femmes hein, âgées de 15 à, en gros, 15 à 45-50 ans. Et donc, ce groupe de décès hein, qui ne faiblit pas jusqu'au mois de novembre forme le cœur de l'épidémie avec beaucoup de décès de jeunes adultes, qui est une caractéristique assez particulière de cette épidémie, hein, puisque la grippe espagnole a principalement, et ça se retrouve à peu près partout, la grippe espagnole a principalement touché des personnes adultes, des jeunes adultes, plutôt que des personnes âgées qui sont d'habitude les principales victimes de la grippe saisonnière. Et puis on voit également que jusqu'en février, on a une sorte de deuxième vague ici qui s'estompe relativement au mois de mars-avril pour se terminer définitivement en mai. La diffusion, la diffusion mondiale de l'épidémie, elle se fait donc la diffusion mondiale de l'épidémie, elle se fait pour la deuxième vague principalement à partir de l'Europe via les transports de troupes militaires, donc qui quittent l'Europe pour regagner soit les colonies, soit les pays alliés. Et on mesure très bien dans les archives et dans la presse le, la, la diffusion, l'évolution, la progression de l'épidémie à partir des navires qui arrivent. Donc on note très bien quand ils arrivent à Dakar, sur la côte ouest de l'Afrique, au Cap en Afrique du Sud, en Inde, à Bombay. Donc on sait exactement quels sont les navires qui débarquent et qui propagent l'épidémie à l'échelle planétaire. Donc on voit également très bien que cette diffusion, elle est liée au transport de troupes, donc elle est liée à la guerre, mais elle aurait sans doute eu lieu, puisqu'il y avait évidemment des liaisons commerciales par paquebot, des liaisons transocéaniques, mais la guerre a sans doute accéléré un petit peu cette diffusion. Et puis, on voit également que la mondialisation, dont on parle beaucoup aujourd'hui et qu'on rend responsable des pandémies, la mondialisation existait déjà. Hein. La mondialisation, c'est un phénomène qui date de plusieurs siècles. On va le dater à la limite de Christophe Colomb, 1492. Hein, mais on est déjà en 1918 dans des sociétés mondialisées. Alors, les transports de troupes, pardon, hein, les transports de troupes, ce sont, euh, se font principalement par voie transatlantique. Ici, vous avez le Léviathan, hein, c'est un paquebot en fait transatlantique qui a été transformé en transport de troupes. Alors en mode, disons, paquebot touristique, il peut transporter 3 à 4 000 personnes. En transport de troupes, il en transporte 14 000. Hein, c'est-à-dire on- on- on sert au maximum les soldats dans les transports de troupes, ce qui évidemment favorise la promiscuité et la diffusion de la maladie. Et on a des descriptions, je vous invite à aller voir ça, des descriptions des traversées transatlantiques à partir de ces navires de transport de troupes
qui sont absolument dantesques, avec parfois des mères qui sont mauvaises, tout le personnel médical, de l'infirmière jusqu'au colonel médecin, qui sont touchés par la grippe, et où finalement le seul mot d'ordre à bord du navire, c'est sauf qui peut, et c'est essayer de trouver un endroit pour se coucher. Même chose, on a les mêmes descriptions apocalyptiques par les transports de troupes ferroviaires, notamment ici en Italie, mais aussi en Afrique, en France aussi, avec les transports de troupes entre le front et la zone qu'on appelle la zone d'intérieur. Et là, on a voilà, aussi des descriptions avec, par exemple, des statuts, le statut du soldat, hein. Il y a les soldats qui ont un statut couché, ceux qui ne sont pas capables de tenir debout, ceux qui voyagent assis et ceux qui voyagent debout, parce qu'ils sont encore en état d'être debout. Mais on voit aussi des descriptions de soldats qui, en quelques heures, dont l'état en quelques heures peut s'aggraver de façon très drastique. Alors, il y a un cas qui est particulièrement intéressant et qui a été beaucoup décrit par la littérature, notamment il y a une thèse dessus, c'est l'épopée, disons, l'épopée tragique du navire Talune. Alors le Talune, c'est un navire commercial, un paquebot, qui fait la liaison avec, c'est une compagnie privée, qui fait la liaison entre Auckland en Nouvelle-Zélande, et puis qui dessert les îles du Pacifique Sud, les îles Fidji, les îles Samoa et les îles Tonga. Donc la- le navire quitte Auckland pour une liaison régulière le 30 octobre 1918, donc je me suis trompé là sur la diapositive, c'est le 30 octobre, et donc il arrive en vue des îles Fidji le 3 novembre 1918. Et lorsqu'il arrive aux îles Fidji, l'officier du port des îles Fidji demande au capitaine du navire, au capitaine du talune, avez-vous des malades à bord? Et le capitaine répond non. Alors qu'il y a des personnes qui sont grippées, et alors que le capitaine sait qu'il y a des personnes grippées. Seulement, la grippe n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Donc, sur le plan réglementaire, le capitaine, lorsqu'il dit qu'il n'a pas de malade, eh bien, il a raison sur le plan réglementaire, hein, puisqu'il n'y a pas la grippe n'est pas à déclaration obligatoire, comme peuvent l'être la peste, la lèpre, la dysenterie, etc. Mais la grippe, non. Du coup, le navire et ses passagers accostent aux îles Fidji, ensuite aux Samoa et aux Tonga, et ils arrivent dans des populations qui ne sont pas du tout habituées à être en contact avec les virus grippaux. Donc, ils n'ont aucune immunité naturelle contre la grippe. Et dans ces îles, on aura des taux de mortalité qui monteront dans certaines îles jusqu'à 22%, c'est-à-dire 22% de la population décède. Ce sont parmi les taux les plus élevés du monde, avec les taux qu'on a relevés dans les villages esquimaux au nord du Canada ou au nord du Groenland. Donc voilà le navire Talune. À noter que les Samoa américaines, qui sont des îles à l'est des Samoa occidentales, sous domination de la marine américaine, eux ont été préservés de l'épidémie parce que le gouverneur, qui est un colonel de la Marines américaine, a imposé immédiatement une quarantaine très sévère avec une sélection des navires. Les navires doivent rester au large avant de débarquer pendant plusieurs jours. Donc il y a une quarantaine très sévère, très rigoureuse euh, qui est imposée, et les Samoa américaines n'auront pas de cas de grippe mortelle. Le bilan à l'échelle mondiale, c'est un bilan évidemment qui reflète un petit peu la géographie de la population, hein. Déjà, l'Asie concentre une bonne partie de la population mondiale, donc l'Inde fournit de forts contingents de personnes décédées. On estime que les décès ont été de l'ordre de 18 millions en Inde.
En Europe, on a eu 2,5 millions de morts, hein, c'est estimé à peu près à 2,5 millions de morts. En Afrique également, 2,5 millions de morts, mais pour une population 2 fois moindre, donc un taux de mortalité 2 fois plus. Et puis aux États-Unis, on estime que les décès ont été autour de 600 000 morts, c'est-à-dire plus que tous les morts militaires des guerres du XXe siècle aux États-Unis, guerre de Corée, guerre du Vietnam, Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a été quand même une épidémie aussi euh, assez grave aux États-Unis, en sachant que dans certains secteurs, notamment la Russie, l'Empire ottoman, en Chine, les données d'archives n'ont pas été complètement exploitées et on a beaucoup d'incertitudes sur le nombre de décès. Le bilan, le bilan comparé à la Première Guerre mondiale, le bilan de la pandémie à l'échelle du globe est plus élevé. On estime que les décès liés à la Première Guerre mondiale sont de l'ordre de 18 à 19 millions de morts. Donc si on estime pour une fourchette basse que le bilan de la grippe est de 50 millions de morts, on est largement au-dessus. Bien sûr, pas dans les pays qui ont été directement touchés par la guerre, hein, en France, en Allemagne, en Russie, en Autriche-Hongrie, au Royaume-Uni, le bilan de la guerre est beaucoup plus élevé. Euh, Puisque en France, hein, on a 1,4 million décès militaires et seulement, entre guillemets, 250 000 décès de la grippe. Mais à l'échelle mondiale, on est quand même sur un bilan beaucoup plus lourd, avec un taux de mortalité mondial de 2 à 5% selon les estimations, en sachant que la population à l'époque était de, en gros, 1,8 milliard d'habitants contre 7 milliards et demi aujourd'hui. À l'échelle locale, on peut aussi reconstituer les décès. Donc moi, je suis par exemple allé sur et tout le monde peut y aller, sur les registres d'état civil décès qui sont accessibles dans toutes les communes, dans les archives de toutes les communes. Et on a des listes de personnes décédées avec la date du décès. Et en général, on a euh, l'âge de la personne. Donc en repérant date par date avec l'âge de ces personnes, on arrive à estimer l'effet de la grippe dans un village. Donc par exemple, ici, c'est le village un petit village de l'Hérault, Saint-Drézéry, donc 600 habitants. La mortalité moyenne, c'est 10 décès par an. Et on voit qu'en 1918, on a 22 décès civils, auxquels il faut ajouter les décès militaires, dont certains liés à la grippe. Et quand on fait le détail mois par mois, on s'aperçoit que la moitié des décès dans cette commune ont eu lieu au mois d'octobre. C'est-à-dire la surmortalité qu'il y a eu, les 10 ou 12 décès supplémentaires par rapport à une année normale, eh bien, se concentrent sur un mois, et même mieux, ils se concentrent sur 10 jours, à savoir entre le 20 et le 30 octobre 1918, où on a pratiquement un décès par jour, surtout des jeunes femmes, hein, parce que les hommes décèdent à la guerre, surtout des jeunes femmes. Et puis, au bout de 10 jours, on pense que l'épidémie a touché bon, peut-être une bonne partie de la population et elle s'en va continuer sa moisson dans un village voisin. Alors, d'où vient la grippe, hein? Évidemment, la grippe n'est pas espagnole, ça serait trop simple. Alors, au départ, toutes sortes d'origines ont été mentionnées, hein. On a même des médecins qui sont très sérieux, comme le professeur Netter ici, qui nous dit que la maladie a pris naissance en Allemagne et qu'elle a sévi ensuite sur le front et que les prisonniers l'ont ramenée de l'Allemagne via la Suisse. En réalité, le, les journaux colportent souvent des idées reçues, avec évidemment des manipulations liées à la guerre. Par exemple, hein, on a beaucoup euh, de petits articles dans les journaux français qui nous disent que la grippe espagnole fait rage à Berlin et qu'elle est beaucoup plus sévère en Allemagne qu'en France. C'est bien connu, puisque l'allemand est beaucoup moins résistant que le français. Euh,
Alors, je reviendrai sur le terme d'espagnol tout à l'heure. Euh, lors de la première phase de la grippe, c'est-à-dire entre le mois d'avril, mai, juin, juillet, la grippe est prise à la légère. Et ça se voit notamment dans la presse. Euh, Dans la presse, on a des caricatures, on a beaucoup des chansons de comiques troupiers, de chansons humoristiques de comiques troupiers. Et puis, mais la grippe, alors il y a des caricatures, notamment aussi dans la presse espagnole, et la presse espagnole est une presse qui est beaucoup plus libre que les autres presses européennes. Pourquoi? Parce que l'Espagne est dans une relative démocratie parlementaire et l'Espagne n'est pas en guerre, contrairement aux autres pays. Donc la presse est relativement libre et la presse relate en long, en large et en travers les développements de la première vague de grippe, notamment au mois de mai 1918, lorsque la grippe sévit à Madrid, où le roi Alphonse XIII est touché par la grippe et où le Conseil des ministres est annulé parce que pratiquement tous les ministres sont grippés. Et donc du coup, c'est cette liberté des, euh, des journaux, euh, des journaux espagnols qui va diffuser l'idée que la grippe vient d'Espagne. Et donc le terme grippe espagnole est repris par les journaux anglais, allemands, français vers la fin du mois de vers la fin du mois de juin 1918. Et ensuite le terme est consacré et il reste il s'impose par rapport à d'autres origines qui auraient pu être évoquées. Alors, à partir du mois de septembre, l'épidémie est prise beaucoup plus au sérieux. C'est-à-dire le ton, notamment le ton des, euh, des journaux change. Alors, on a beaucoup d'informations sur la grippe dans les armées, hein, j'y reviendrai aussi parce que les archives militaires sont bien tenues et la médecine militaire surveille beaucoup les soldats. En revanche, pour les civils, pour la population civile, on a assez peu d'informations et la presse est la principale source d'information. Euh, donc, alors, on voit de temps en temps quelques détails, notamment ici dans un rapport qui date du mois d'août 1918. Donc, c'est un rapport qui peut être consulté au musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce, où il y a beaucoup de classeurs sur cette grippe espagnole, beaucoup d'archives. Et on note dans ce rapport euh, bien que, bien que nous n'ayons aucun document officiel sur l'épidémiologie civile, il est de notoriété publique que les pneumococcis graves sont nombreuses dans la population civile de Montpellier. Nous en avons une preuve indirecte par le lugubre détail du manque brusque de cercueils. Donc déjà au mois d'août, on manque de cercueils à Montpellier, ce qui témoigne d'une épidémie déjà fortement mortelle. Alors partout, évidemment, lors de cette deuxième phase, les hôpitaux sont débordés, l'armée est désorganisée. Ici, c'est un camp militaire qui est obligé d'installer un hôpital de fortune pour entasser les malades. On a aussi en Suisse, par exemple, des malades qui sont installés dans une salle de concert à Zurich, la Town Hall. Et donc les lycées, les théâtres, les gymnases sont réquisitionnés pour accueillir les grippés. Hein. Donc l'engorgement des hôpitaux est déjà un thème euh, qui est, euh, qui est fortement d'actualité à l'époque. Là, on a le lycée Janson de Sailly qui est transformé en hôpital, hein, et puis ici un hôpital de campagne américain. Alors, comment la grippe est-elle gérée par les institutions? Euh, la question, on retrouve un certain nombre des questions que l'on se pose aujourd'hui, notamment la question de la fermeture des frontières. Elle est évoquée dès août 1918, août septembre 1918 en France. Hein, il y a des rapports qui sont faits. On pense que la grippe vient d'Allemagne. Mais en fait, le projet de fermeture des frontières est vite abandonné parce qu'on a à peine le temps de penser à la fermeture des frontières que on constate que le virus est déjà passé. Donc les autorités nationales donnent très peu de consignes de fermeture des lieux publics, très peu de consignes nationales. Et en fait, les autorités, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, les décisions sont laissées à l'appréciation des préfets et des municipalités.
euh, pour plusieurs raisons. Alors, c'est particulièrement flagrant pour les pays en guerre, notamment en France, où évidemment il ne faut pas éveiller les soupçons de l'ennemi par des mesures euh, drastiques, nationales. Il ne faut pas non plus sanctionner l'économie, hein. L'économie doit absolument tourner, d'une part parce que le pays est déjà fortement éprouvé par l'économie de guerre, et puis parce que la machine militaire, pour la victoire, on a besoin que l'économie tourne au maximum. Donc la question du confinement, telle qu'on la connaît actuellement, ne se pose pas. Le mot n'existe pas à l'époque. Et ça se pose, la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que, au moins en France, on n'a pas de, euh, on est dans des sociétés qui ne sont pas autonomes, hein. Il y a très peu de frigos, il y a très peu de moyens de communication à distance. Il y a quelques téléphones, mais c'est tout. Il n'y a pas d'eau courante dans les maisons. Voilà, donc les gens vont au marché tous les jours pour se ravitailler et les marchés n'ont jamais été fermés. Donc l'économie, elle tourne au ralenti et les lieux publics ferment en fait, donc les cinémas, les théâtres ferment, surtout faute de combattants, c'est-à-dire faute de clients ou faute de personnel, notamment par exemple pour les écoles, hein. Il y a des écoles qui ferment lorsque, par exemple, tous les instituteurs sont malades et sont absents. Donc les festivités, par exemple les festivités du 11 novembre, ne sont pas annulées et les mesures qui sont prises par les municipalités, ce sont des mesures tardives et pour la plupart symboliques, hein. C'est-à-dire qu'on limite le nombre de personnes lors des cérémonies funéraires, mais ce sont des mesures qui sont quand même assez anecdotiques. Ce sont des mesures en fait, des mesures de réaction pour montrer que les autorités font quelque chose, mais ce ne sont en aucun cas des mesures de prévention qui sont destinées à limiter la course du virus. Alors sur les armées, dans les armées, il y a plusieurs positions qui s'affrontent et qui opposent les militaires, et on voit très bien que l'institution militaire répond d'abord par ses attitudes à des impératifs militaires avant de répondre à des impératifs sanitaires. Par exemple, sur l'évacuation des grippés au front, on voit en 1918, on a beaucoup d'archives qui témoignent d'un afflux de malades dans les hôpitaux du front, dans les hôpitaux de campagne. Donc les médecins, on a les retranscriptions des conversations téléphoniques entre les médecins du front et puis le grand quartier général. Et les médecins du front demandent à ce que les malades puissent être évacués parce qu'on a besoin de lits pour soigner les blessés. Et le grand quartier général refuse ces évacuations, d'une part pour ne pas propager la grippe, mais aussi pour ne pas perdre ce qu'elle appelle des petits malades, c'est-à-dire qu'elle estime que les petits malades, les grippés, doivent rester près du front pour se rétablir en quelques jours et pour pouvoir retourner combattre. Parce que le grand quartier général sait pertinemment que si on envoie quelqu'un à l'arrière, eh bien, on perd un combattant pour plusieurs semaines, voire un mois et demi, 2 mois. Euh, Même chose hein, pour les permissions. Les médecins savent très bien que les permissions favorisent la contagion. Euh, euh, que les permissions favorisent la contagion, mais le gouvernement refuse de supprimer les permissions pour ne pas saper le moral de l'armée, parce qu'il se souvient très bien que euh, lors de l'année précédente, en 1917, eh bien, il y avait eu des mutineries qui étaient liées entre autres, au manque de permission et aux conditions de vie des soldats. Alors, les réactions de la société, les mesures prophylactiques, les mesures hygiéniques, elles sont connues, hein, elles sont connues. On a bien sûr les mesures ce qu'on appelle aujourd'hui de distanciation, les mesures hygiéniques, de lavage des mains avec des savons. Le port du masque est recommandé, mais assez peu pratiqué.
en France, il est un peu plus pratiqué aux États-Unis ou au Japon, mais assez peu en France, sauf dans la population des soignants. Et puis, on a un certain nombre de mesures. Bon, donc ici, on voit par exemple que le préfet de police vient de donner des ordres pour que toutes les compagnies de transport en commun fassent procéder à de fréquents nettoyages et à la désinfection des stations. Malheureusement, la plupart de ces mesures ne sont pas suivies euh, ne sont pas suivies d'effet, puisque on manque de produits. On manque de produits. On est en temps de guerre, hein, donc on manque de produits phytosanitaires. Et puis, on manque de produits, on manque de personnel pour effectuer tous ces travaux de nettoyage. Alors voici donc une affiche japonaise de prévention, le port du masque, hein, qui est préconisé par les médecins, mais assez peu appliqué en France. Mais on connaît à l'époque les méthodes de contagion, les modes de contagion, et globalement, les mesures d'hygiène préconisées sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui, l'aération des locaux, etc. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la maladie en 1918? Le pathogène, donc le virus de la grippe, est inconnu, il est invisible, il est invincible, euh, mais on sait à l'époque que les virus existent. Mais on ne peut pas les observer. Les microscopes ne sont pas assez puissants, on ne peut pas les observer. Et le virus de la grippe ne sera découvert qu'en 1933 chez l'homme. Mais avant, on en est réduit à des supputations. Donc il y a il y a des querelles médicales sur est-ce qu'il s'agit d'un virus, est-ce qu'il s'agit d'un bacille, notamment le bacille de Pfeiffer. Donc voilà, donc il y a des controverses médicales, hein, donc on voit aussi que les controverses médicales ne sont pas nouvelles, hein. Il y en avait déjà à l'époque. Et notamment, il y a des, des médecins, en particulier Charles Nicolle de l'Institut Pasteur de Tunis, qui met en évidence qu'on a affaire à un virus filtrant, c'est-à-dire un virus qui traverse les filtres Chamberlain destinés à filtrer les bactéries. Hein, donc en fait, il a mis du filtrat, enfin du crachat de malade, disons pour simplifier, dans les filtres en porcelaine avec des pores très fins. Et en fait, ensuite, il inocule à un singe ce qui passe au travers du filtre, et le singe donne des signes de maladie. Donc il en déduit que le virus que c'est un micro-organisme plus fin que les bactéries qui passent au travers des filtres à bactéries. Donc c'est pour ça qu'ils appellent le virus filtrant, qui pour lui est responsable de la grippe. Donc il avait effectivement raison, mais il ne pouvait pas observer ce virus. Alors, les thérapies, évidemment, compte tenu de cet univers relativement inconnu, les thérapies sont un peu efficaces. Euh, donc, il y a les inhalations, ce sont plutôt des thérapies de soulagement, hein, les inhalateurs avec du menthol, avec des essences d'eucalyptol, et puis des médications en tout genre, la saignée, la bonne vieille saignée, les chocs eau chaude, eau froide. Hein, donc on a là aussi on a des descriptions dans les tests de médecine de 1919, 1920, 1921. On a des descriptions de chocs thermiques des malades, d'injections aussi. Les piqûres sont très à la mode et on fait des piqûres de tout et n'importe quoi. Par exemple ici, bon, on a le témoignage d'un ami de Roger Martin Dugard. Donc Roger Martin Dugard, hein, c'est le célèbre écrivain français, prix Nobel dans les années 20, auteur des Thibaux, et qui, dans son journal, rapporte l'agonie de son ami Pierre Margaritis. Et là, il cite une lettre de Pierre Margaritis qui dit: « Je suis assez fatigué, j'ai un peu moins de température qu'hier soir, la courbe va en diminuant, et je me suis toujours un mal en train. Je suis admirablement soigné, que de piqûres, c'est une angoisse perpétuelle. Quelle chose horrible que l'hôpital. La nuit, j'ai des heures d'angoisse incroyables. » Donc il faut imaginer l'hôpital comme un univers assez stressant, avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de promiscuité, et avec des pratiques thérapeutiques qui sont souvent contre-productives. Alors, on, une page particulière sur l'alcool, hein, sur l'alcool qui est
euh, euh, qui est, euh, qui est reconnu comme un agent thérapeutique efficace par une grande partie de la population, avec le célèbre grog, hein, donc du miel, du citron, du rhum, à tel point que la ville de Paris est obligée de prendre le contrôle du commerce du rhum. On le voit ici sur l'article de journal, de prendre le commerce du rhum. Et donc cet article de journal nous dit bien que la ville de Paris, pour assurer la fourniture de rhum aux malades et éviter toutes les spéculations sur cet alcool, a fait venir 500 hectolitres de rhum qui vont être distribués dès lundi aux pharmaciens par l'entremise des grossistes. Ce rhum ne pourra être délivré que sur ordonnance du médecin. Alors, les médecins ne sont pas dupes, en général, de ces vertus, pseudo-vertus thérapeutiques de l'alcool, mais une grande partie de la population y croit. Et puis on voit également dans les journaux toutes sortes de pastilles, de pommades, de médicaments contre la grippe. Et donc ça foisonne dans les journaux de l'époque. Euh, Évidemment, la plupart de ces médications sont complètement inefficaces. Quelles ont été les conséquences démographiques de la grippe dans les années qui ont suivi? On va prendre deux exemples. Premier exemple, c'est sur ce qu'on pourrait appeler la résilience sociale. Et ça, on le mesure notamment au remariage de veufs. Alors, sur le premier graphique, ici, sur le graphique de gauche, vous avez les remariages de veufs en Espagne. Donc, j'ai pris l'Espagne parce que c'est un pays qui n'est pas influencé par la guerre, donc il n'y a pas la problématique du mariage, des soldats qui reviennent du front, etc., ou des veuves de guerre. Donc, en Espagne, donc il y a un nombre annuel de remariage de veufs qui est aux alentours de 15 000. Et on voit que ce nombre de remariages de veufs, puisque dans les états civils, on a l'état matrimonial de la personne qui se marie avant qu'elle ne se marie, donc son état matrimonial antérieur, est-ce qu'il était voilà, célibataire ou veuf. Et donc on voit très bien qu'à partir de 1919 et jusqu'en 1925-1926, les remariages de veufs sont beaucoup plus nombreux que la tendance ne le laisserait attendre. Et on remarque même que cette tendance augmente dès novembre-décembre 1918. C'est-à-dire, euh, l'épidémie est à peine terminée qu'il y a déjà des veufs qui se remarient. Donc évidemment, on est dans un contexte où le mariage a plutôt une fonction économique, notamment pour assurer euh, l'élevage des enfants. Et donc, ben, les veufs de grippe, en quelque sorte, cherchent à se remarier le plus rapidement possible avec la voisine ou la belle-sœur, etc. On voit aussi les conséquences de la grippe espagnole sur la natalité. Ici, c'est la courbe en très plein, euh, c'est la courbe de naissance au Portugal. On a coutume de dire que les naissances il y a un creux des naissances lors des périodes de guerre, mais si on regarde finement les courbes, on voit par exemple au Portugal, où le pays est peu concerné par la guerre, il y a très peu de soldats portugais qui ont combattu, il y en a quelques-uns mais très peu, on voit en fait que le creux des naissances, il n'est pas pendant la guerre, mais il est juste après la guerre, c'est-à-dire en juillet-août 1919. Et si on fait juillet-août 1919, moins 9 mois, eh bien on retombe sur le cœur de l'épidémie, c'est-à-dire octobre-novembre 1918. Donc on peut penser que le climat sanitaire et le climat social étaient tels en octobre-novembre 1918 que ça a engendré une diminution très notable des conceptions. Alors un des derniers thèmes que j'aimerais aborder avant de tenter une petite comparaison avec l'épidémie de Covid actuelle, c'est la question de la mémoire de la grippe espagnole. La grippe espagnole
Et là, le personnage emblématique, c'est Guillaume Apollinaire. Je commence mon livre sur un petit chapitre sur Guillaume Apollinaire, parce que Guillaume Apollinaire, donc c'est un écrivain, comme tout le monde le sait, d'origine italo-polonaise, qui est venu en France vers 1900 et euh, qui a combattu, qui s'est engagé dans l'armée française lors de la guerre 14-18, qui a combattu sous les drapeaux, qui est devenu lieutenant, qui a été blessé, et qui a subi une trépanation. Hein, on le voit par les gravures de Picasso, qui est la plus connue. Et finalement, Guillaume Apollinaire meurt de la grippe à 38 ans, le 9 novembre 1918, 2 jours avant l'armistice. Et donc, en fait, la mémoire de Guillaume Apollinaire, très peu de personnes savent qu'il est mort de la grippe espagnole. On pense souvent qu'il est mort à cause de cette gravure et à cause de cette blessure. On pense qu'il est mort des conséquences de la guerre. Et en fait, en réalité, il est mort de la grippe espagnole. Parce que mourir de la grippe espagnole, finalement, c'était beaucoup moins glorieux que mourir à la guerre. Alors, son Edmond Rostand aussi est également décédé de la grippe espagnole le 2 décembre. Il y a également Egon Schiele, il y a un certain nombre de personnes connues qui sont décédées de la guerre, de la grippe, mais finalement assez peu par rapport au bilan global. Alors euh, euh, pourquoi finalement cette grippe a été, disons, occultée de la mémoire collective? D'abord, on est dans un contexte de transition épidémiologique, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc Pasteur est passé par là, Koch aussi, Robert Koch, mais Robert Koch on en parle un peu moins parce qu'il est allemand, donc Pasteur est passé par là, et donc on pense à l'époque qu'avec les progrès de l'hygiène, de l'asepsie, avec la vaccination, les épidémies font partie du passé. Hein, c'est-à-dire que on va réussir à vaincre progressivement la mortalité d'origine infectieuse. Et la transition épidémiologique, c'est ce passage entre une mortalité principalement d'origine infectieuse, notamment au XIXe siècle, à une mortalité d'origine dégénérative, c'est-à-dire les cancers, les maladies cardiovasculaires, Alzheimer, etc., qui sont dominantes à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Et donc, cette grippe espagnole, elle arrive dans un contexte dans un contexte de discours triomphant de la médecine, et elle ne cadre pas avec ce discours. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas sens dans le discours d'une médecine triomphante, victorieuse des infections par les procédés dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, évidemment, c'est l'ombre mémorielle de la Première Guerre mondiale, particulièrement en France ou en Allemagne, hein, où pour ne pas ternir le message de mémoire de la Grande Guerre, eh bien, on n'a pas voulu communiquer sur forcément la grippe espagnole. Et puis aussi pour qu'un événement se fixe dans la mémoire historique, il faut qu'il ait, il faut pour qu'il se construise, pour qu'il s'implante dans la mémoire collective, il faut des dates, il faut des lieux, il faut des personnages. Pour la Grande Guerre, par exemple, on a le 2 août 14, le début de la guerre, on a le 11 novembre 1918, on a les lieux de mémoire, le fort de Douaumont, des lieux de commémoration, les monuments aux morts, l'Arc de Triomphe. Euh, oui, et puis on a des personnages, hein, personnages mythiques du poilu, les personnages historiques, politiques ou militaires, Pétain, Clémenceau, Wilson, etc. Pour la grippe espagnole, rien du tout. Hein. On n'a pas de date précise, on ne sait pas trop quand elle a commencé, on ne sait pas trop où elle a fini, quand est-ce qu'elle a fini, on n'a pas de lieu, puisqu'elle a concerné le monde entier, donc il n'y a pas de lieu précis, et puis il n'y a pas de héros. Hein, les victimes de la grippe ne sont pas des héros. Alors, il faut nuancer quand même, dans certains pays, notamment au Canada ou en Nouvelle-Zélande, on a des monuments à la gloire, notamment des personnels soignants qui sont décédés en s'occupant des malades de la grippe.
Donc mon hypothèse, c'est que la mémoire de ce phénomène, parfois très traumatisant pour les familles, la mémoire de cette grippe espagnole s'est enfouie dans la mémoire familiale, est restée confinée dans la mémoire intime et filiale des familles. Et elle n'est ressortie que plus tard, une ou deux générations. Et j'ai souvent des personnes qui, après les conférences, viennent me voir en me disant: Ah, mais vous savez, moi, ma grand-tante est décédée de la grippe espagnole, ou j'ai une grand-mère qui a eu la grippe espagnole, etc. Donc ça existe plus ou moins dans la mémoire des familles. Alors, la grippe espagnole, ben, finalement, elle va ressurgir un petit peu au devant de la scène à partir des années 70 et surtout à partir des années 90. Pourquoi à partir des années 90? Parce que, d'une part, ben, on est après l'épidémie de sida. Donc l'épidémie de sida, qui commence principalement dans les années 80, montre que bah, finalement nos sociétés n'en ont pas fini encore avec le risque infectieux et que les infections bah, reviennent en permanence et que finalement ça contredit le discours de toute puissance de la médecine contre les infections. Et donc la réapparition notamment aussi du SARS en 2003, du SRAS en 2003, de la grippe aviaire en 2006, de la grippe espagnole, enfin de la grippe AH1N1 en 2009. Finalement, toutes ces alertes épidémiques, alors il y a aussi bah, le Zika, chikungunya, etc. Donc toutes ces alertes épidémiques montrent que eh ben, on n'est pas débarrassé du risque infectieux et que finalement, dans ce monde où on a accepté que le risque infectieux existe, eh bien, la grippe espagnole refait de nouveaux sens. Elle reprend un sens. Donc, à partir aussi des années 90 et jusqu'en 2000, on a mis 10 ans, enfin, les scientifiques américains ont mis 10 ans pour identifier le virus à l'origine de l'épidémie. Hein, c'est le virus AH1N1, semble-t-il. Donc, ça a été recomposé à partir de, de restes de cadavres et de poumons qui avaient été prélevés sur des soldats américains. Euh, donc, alors euh, comment dans ce contexte peut-on, quels enseignements tirer et quelles comparaisons faire entre la grippe espagnole et l'épidémie actuelle de Covid-19? Alors d'abord, il faut bien rappeler euh, que on n'est pas sur les mêmes pathogènes. La grippe espagnole, c'est la grippe. Le Covid-19, c'est une maladie qui est liée à un coronavirus, euh, le SARS-CoV-2. Et donc, là, on a cette différence. Toutefois, les comparaisons, donc j'ai fait un petit tableau ici, qui finalement, les comparaisons, elles s'autorisent par le fait, notamment par le tableau clinique, qui fait que ces deux maladies ont des tableaux cliniques relativement semblables, puisqu'elles elles se manifestent par des manifestations pulmonaires et par des complications pulmonaires qui entraînent parfois le décès. Alors bon, les chiffres, évidemment, les autres chiffres que j'ai mis ici sont provisoires, notamment le bilan, hein, ça c'est un bilan fin septembre 2020. Alors évidemment, euh, une différence entre les deux, au-delà de ces tableaux cliniques qui sont à peu près semblables, il y a quand même des différences. Et une des différences, c'est le type des personnes touchées. En 1918, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les jeunes adultes entre 15 et 45 ans qui sont les plus touchés, alors que le Covid-19 touche majoritairement les plus de 60 ans. Donc là, c'est une différence majeure. Bon, sur les taux de morbidité et les taux de mortalité, bon, il est encore trop tôt pour conclure euh, pour la Covid-19, mais globalement, on est quand même sur des taux de mortalité qui sont relativement semblables de quelques pourcents
maximum. Les taux de morbidité aussi ne sont pas encore tout à fait connus, mais on pense que les taux de morbidité, c'est-à-dire le nombre de malades dans la population, a été de l'ordre de 30 à 50% pour la grippe espagnole, et que finalement la grippe espagnole ne s'est terminée que lorsqu'on a eu une immunisation pratiquement complète de la population, avec ce qui est atteint à peu près avec un taux de contamination, de contact avec le virus de l'ordre de 50%. La différence majeure, c'est que on est évidemment sur le coronavirus dans un monde relativement connu, où le pathogène est connu, il a été identifié très rapidement, hein, son ADN a été identifié, et on a évidemment aussi des techniques médicales, des moyens thérapeutiques beaucoup plus efficaces qu'en 1918 pour prendre en charge les cas compliqués. Et ça, c'est une différence, évidemment, une différence majeure. Donc évidemment, les techniques de réanimation, les assistances respiratoires, les anti-inflammatoires, l'oxygène, etc., j'en passe. Mais évidemment, cette prise en charge, elle est quand même fondamentale, et c'est une différence majeure. Ce qui, on arrive au-delà de ces tableaux, on arrive à retrouver un certain nombre de comment dire, de similitudes dans les déterminants dans les déterminants de la crise. Un des points fondamentaux, c'est la représentation mentale partagée de la crise et de ses impacts. On est, notamment en Europe et aux États-Unis, dans des populations qui ont perdu leur mémoire épidémiologique. Et je pense sur ce point que le premier confinement, au mois de mars 2020, était sans doute indispensable, parce qu'on ne peut pas construire une gestion de crise sur du vide, sur l'absence de représentation. La population n'avait pas du tout de culture épidémique, ne savait pas ce qu'était un masque, les gestes de distanciation, etc. On n'avait plus aucune connaissance de ça. Alors que les Asiatiques, eux, avaient cette culture, notamment à cause de la crise du SRAS 2003. L'autre déterminant de la crise, c'est le degré de confiance en les autorités scientifiques et politiques. Il est faible en France pour diverses raisons, pour des raisons historiques, etc. On pourrait en parler longuement, ce n'est pas le lieu. Mais on s'aperçoit aussi que les polémiques et les conflits sont des constantes des crises. Hein, il y a des polémiques politiques sur la mondialisation, sur est-ce qu'on ferme les frontières ou pas, sur est-ce qu'on fait des élections, si on repousse des élections, c'est une manipulation politique, etc. Donc il y a aussi toutes sortes de conflits. Il y a des conflits aussi sur, les moyens thérapeutiques, hein, avec l'usage de l'hydroxychloroquine, par exemple, en 2020. Et on a vu aussi qu'il y avait des conflits en 1918. Très intéressant aussi de voir l'opposition entre le normatif et le cognitif, hein. Le normatif, c'est-à-dire des mesures qui sont, on édicte des mesures valables pour tout le monde, alors que versus, disons, une gestion un peu plus fine des règles de prévention, et avec en arrière-plan, évidemment, la hiérarchie des enjeux, les choix sanitaires versus les choix économiques. En 1918, en France, l'arbitrage il a été clairement fait pour les objectifs économiques et militaires au détriment de la santé des populations. Mais on voit comment ces arbitrages existent toujours dans la société actuelle. Et puis, on voit également que la crise, donc là je parle de la crise de 2020, c'est un apprentissage, c'est une sorte de piqûre de rappel sur les gestes hygiéniques et sur la façon de se protéger des épidémies. Et on voit
heureuse conséquence que, par exemple, le fait d'appliquer des gestes hygiéniques, lavage des mains, distanciation, absence de salutation, absence de contact, etc., a fait reculer cette année d'autres maladies comme les gastro-entérites. Donc là, on voit que finalement, le réapprentissage des, euh, euh, des gestes barrières, comme on dit, a des effets positifs. Et puis, on voit aussi dans les crises les capacités de résilience, d'innovation. On voit en particulier qu'en 1918, les sociétés avaient l'habitude de la mort en bas âge. Ils avaient l'habitude notamment de la prise en charge des enfants, des orphelins. On voit très bien, on l'a vu un petit peu avec les remariages, on voit très bien que en 1918, les sociétés sont habituées aux coups durs, aux guerres, aux épidémies, et qu'elles ont des mécanismes de résilience, notamment par la prise en charge des enfants, par les grands-parents, par le voisinage, par les remariages, hein, donc, et puis aussi même par le mode de fonctionnement économique, il y a des capacités de résilience qui, qu'on peut comparer par exemple au télétravail, hein, qui est une forme de résilience sociale, même si ce n'est pas toujours facile à vivre pour tout le monde. Alors, en termes de conclusion, euh, euh, on a évidemment, à l'issue de cet événement, la nécessité d'entretenir la mémoire épidémiologique, euh, comme on vient de le voir. Et puis, le deuxième enseignement, c'est que la catastrophe vient souvent là où on ne l'attend pas. Pardon. Hein, c'est-à-dire que on n'a pas toujours une bonne représentation de ce qui, entre guillemets, va nous tomber dessus. Hein. Les autorités médicales, en 1918, ont été évidemment surprises par l'ampleur de cette grippe. Hein. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les effets structurants des crises. Les conséquences de la grippe espagnole sur la santé mondiale ont été relativement faibles, en tout cas beaucoup plus faibles que les maladies chroniques, comme la tuberculose ou les maladies vénériennes, qui ont été beaucoup plus structurantes pour l'évolution de la santé mondiale. Donc on verra avec la Covid quels effets ça aura. Et puis aussi, il ne faut pas non plus oublier les aspects invisibles, la partie immergée de l'iceberg, les crises invisibles, notamment les autres pathologies par exemple, euh, les, les- les conséquences économiques ou les autres malades qui n'auraient pas été pris en charge. Donc là, ce sont des aspects aussi de la crise que je ne peux pas développer, mais qui sont intéressants à prendre en compte. Donc voilà, j'ai terminé cette présentation. Évidemment, vous pouvez me contacter si vous voulez de la biographie détaillée sur la grippe espagnole, qui est à la fin de bibliographie qui est à la fin de mon livre. Il y a d'autres, je renvoie également à d'autres documents. Hein, je n'ai fait qu'effleurer, j'en suis bien conscient, mais j'espère que vous avez eu un bon aperçu de la grippe à partir de cette présentation.